Il y a des disparitions où l'on aimerait pouvoir remonter le temps. Revenir quelques minutes en arrière, regarder une image de plus, suivre une silhouette un petit peu plus longtemps. Parce qu'on sent que la réponse se trouve là, quelque part, dans un détail que personne n'a vu au bon moment. Et c'est exactement ce qui rend notre affaire d'aujourd'hui, celle de Luc Durbin, aussi troublante. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2006, ce jeune homme de 19 ans quitte une boîte de nuit d'Ipswich. Il cherche un moyen de rentrer. Il passe par la gare, tente de prendre un taxi, refuse d'appeler sa mère pour ne pas la réveiller. Puis il est filmé, une dernière fois, à 4h du matin, en train de traverser Dogs Head Street, seul, calme, encore vivant. Quelques minutes plus tard, il y a une séquence qui va poser énormément de questions et qui va être la véritable clé du mystère. Avant le néant, puisqu'après ça, aucune caméra ne filme Luc avec certitude, aucun témoin ne permet de le localiser, aucun appel, aucun mouvement bancaire, aucun retour chez ses amis, comme si entre deux images de vidéosurveillance, au cœur d'une ville pourtant surveillée, Luc Durbin avait tout simplement disparu. Alors, depuis presque 20 ans, une question reste suspendue dans les rues d'Ipswich. Est-ce que Luc a continué à marcher seul cette nuit-là ? Est-ce qu'il a croisé quelqu'un qu'il connaissait ? Est-il monté dans une voiture ? Ou est-ce que la vérité se cache précisément dans ces quelques minutes que les caméras n'ont jamais captées ? Luc Warren Durbin est né le 4 décembre 1986. Il a grandi à Olesley, un village du Suffolk, non loin de la côte, dans une famille modeste mais soudée. Principalement auprès de sa mère qui s'appelle Nikki, qui élève seul Luc, et sa petite sœur Alicia, puisque son père n'est plus vraiment présent depuis plusieurs années. Et dans cette maison, même si la vie n'est pas toujours simple, il y a une habitude importante. On se parle, on se prévient, on donne des nouvelles, on ne disparaît pas pendant des jours sans laisser un message. C'est précisément ce point qui va devenir, vous le comprenez, essentiel plus tard. Parce que Luc, même lorsqu'il traverse des périodes compliquées dans sa vie ou qu'il prend parfois des décisions impulsives, n'est pas quelqu'un qui coupe totalement les ponts avec sa famille. À l'école, Luc est scolarisé à Farling Gray High School. Et ceux qui l'ont connu gardent le souvenir d'un garçon intelligent, sociable, capable de faire rire les autres, avec cette présence un peu particulière qui fait qu'on ne l'oublie pas facilement. Mais ce qui occupe surtout une place immense dans sa vie, c'est la musique. Parce que Luc joue de la guitare, il écrit, il compose, il rêve d'enregistrer ses propres morceaux, parle aussi de voyager, de mettre de l'argent de côté, de partir voir autre chose que son quotidien dans le Suffolk, comme beaucoup de jeunes adultes qui sentent qu'ils ont quelque chose en eux, mais qui ne savent pas encore exactement comment le transformer en avenir concret. Après l'école, Luc s'inscrit dans une formation de technologie musicale à Colchester, ce qui semble logique sur le papier puisque ça correspond à son univers, à ses envies et à son rêve artistique. Mais très vite, la réalité le rattrape parce que Colchester, c'est loin de son village, les trajets sont longs, fatigants, parfois très compliqués en transport selon les correspondances. Et au bout d'1 an, Luc finit par abandonner cette formation, un choix qui marque le début d'une période compliquée, plus sombre, durant laquelle ses proches remarquent qu'il devient plus renfermé, plus silencieux, comme s'il avait perdu une direction et qu'il voyait peu à peu se refermer devant lui une porte importante. Sa mère dira d'ailleurs plus tard que Luc n'était pas heureux à cette période, qu'il avait perdu son chemin, qu'il cherchait sa place sans vraiment la trouver. Alors il enchaîne quelques petits boulots, notamment dans les cuisines, il travaille ici et là, sans parvenir à construire quelque chose de stable, et même si les tensions avec sa mère existent parfois, comme ça peut arriver entre une mère inquiète et un jeune adulte qui veut prouver qu'il peut se débrouiller seul, Nikki reste très attentive à lui parce qu'elle sent que son fils traverse quelque chose de fragile, sans pour autant imaginer une seule seconde qu'un soir de mai 2006, cette fragilité deviendra l'une des clés d'un mystère
qui ne sera toujours pas résolu 20 ans plus tard. Et puis, quelques semaines avant sa disparition, quelque chose change enfin dans la vie de Luc, puisqu'il trouve un emploi dans une épicerie. C'est un primeur local à quelques kilomètres de chez lui. Et pour Nikki, pour sa mère, ce travail représente un véritable tournant, parce que la femme qui tient le magasin semble voir en Luc quelque chose. Elle lui confie des responsabilités, elle lui fait confiance. Et Luc répond présent, comme si ce cadre simple mais valorisant lui permettait peu à peu de reprendre confiance, de redevenir plus sociable, plus lumineux, plus motivé. Au moment où il disparaît, Luc travaille dans cette épicerie depuis seulement 6 semaines, mais ces 6 semaines semblent avoir changé quelque chose. Parce qu'il a un emploi, il a une moto neuve, il économise, il parle d'avenir, il cuisine parfois pour sa mère et sa sœur en rapportant des produits du magasin, et Nikki a l'impression de retrouver son fils. Ce qui rend d'autant plus difficile l'idée qu'il ait pu volontairement disparaître sans prévenir personne. Surtout qu'il avait déjà quitté le pays quelques années plus tôt pour aller en France. Mais à l'époque, il avait prévenu sa sœur, Alicia. Il était resté en contact par téléphone. Et il était revenu au bout de quelques jours. Ce qui montre que même lorsqu'il s'éloigne, Luc ne disparaît pas dans le silence total. Le jeudi 11 mai 2006, rien ne laisse penser que cette journée va devenir la dernière journée connue de Luc. Parce que tout semble ordinaire. Il est chez lui, à Ollesley. Il a prévu de sortir le soir avec des amis à Ipswich, une ville connue dans le secteur pour sa vie nocturne. Et il doit notamment retrouver Alex, un ami d'enfance, qui travaille comme chef à Londres, mais qui revient dans le Suffolk pour voir sa famille et ses proches. Alors, Luc se prépare comme n'importe quel jeune de 19 ans qui a envie de passer une soirée normale, de boire un verre, d'écouter de la musique, de voir ses amis, de retrouver Alex et de profiter d'un moment léger. La dernière scène que sa mère garde de lui est d'une banalité presque cruelle avec le recul. Parce que ce jour-là, il fait beau, Nikki est dans la cuisine avec Alicia, Luc vient de prendre un bain, il téléphone à un ami, puis il se met à rire. Et puis, Luc s'habille. Il porte une chemise selon sa mère à manches longues, noire ou grise, avec un col, un sweat réversible violet ou prune et gris ou blanc, un jean délavé, usé avec un motif sur le côté de la cuisse, des chaussures de type mocassin, en daim brun ou gris chocolat, avant de sortir par la porte arrière de la cuisine. Avant qu'ils partent, Luc et sa mère se disent qu'ils s'aiment. Et Nikki ne le sait pas encore, mais cette phrase ordinaire, cette phrase que l'on dit parfois presque machinalement avant une sortie, devient la dernière chose qu'elle entendra de son fils avant que son visage ne se fige pour toujours dans quelques images de vidéosurveillance. Dans la soirée, Luc prend sa moto neuve et quitte Ollesley pour rejoindre Woodbridge à environ 12 km de là, où il arrive chez Alex sur East Road, près du secteur des anciennes installations militaires de Woodbridge. Et c'est là qu'il laisse sa moto ainsi que plusieurs effets personnels, notamment son téléphone portable. Certaines sources évoquant également qu'il aurait laissé son portefeuille, ses clés ou un sac contenant des vêtements de rechange, même si tous ces détails ne sont pas toujours confirmés de la même manière selon les récits. Mais ce qui est certain, c'est que Luc part ensuite vers Ipswich, sans avoir sur lui tout ce dont il aurait normalement besoin pour rentrer facilement. Ce détail va devenir crucial parce que quelques heures plus tard, lorsqu'il se retrouvera seul dans Ipswich, sans téléphone et peut-être sans argent suffisant, il ne pourra pas appeler sa mère, il ne pourra pas joindre facilement un ami, il ne pourra pas demander à quelqu'un de venir le chercher et il va se retrouver dans cette situation extrêmement vulnérable où chaque décision, même la plus petite, peut avoir des conséquences énormes. Comment se passe la suite de la soirée ? Eh bien, elle se passe comme ceci. Alex décide de prendre sa voiture parce que c'est lui qui va emmener Luc et un copain à eux qui s'appelle Zacharia, que tout le monde appelle Zach, qui sera important pour le début de nuit de Luc. En fait, le deal est le suivant. Alex leur dit, écoutez, moi je pense que je vais pas sortir longtemps avec vous. Je vous emmène à Ipswich
et je repars par la suite, j'ai autre chose à faire. Il n'a pas vraiment précisé, mais son but c'était de ne pas aller en boîte de nuit, c'est ce qu'il a précisé. Ils arrivent donc au centre-ville d'Ipswich pour sortir au Zest Night Club. C'est une boîte de nuit située sur Princess Street, connue à l'époque pour attirer des étudiants, des jeunes et des groupes d'amis, mais également associée, c'est important, à une réputation compliquée autour de la violence et de la sécurité. Cette précision n'est pas anodine, parce que quelques mois après la disparition de Luke en décembre 2006, un homme nommé Jim Plunkett va être tué dans ce club lors d'un incident impliquant des coups de feu avec d'autres personnes qui seront blessées, et le Zest Night Club va finir plus tard par fermer définitivement. Mais ce soir-là, Luke et ses amis ne savent pas évidemment que cette boîte de nuit va devenir dans son histoire le dernier lieu festif avant le basculement. Quand ils arrivent au centre-ville d'Ipswich, il y a des caméras de vidéosurveillance qui prennent donc le relais et c'est là qu'on enregistre les premiers pas à Ipswich de Luke, de Zachariah et d'Alex. Regardez bien cette image, on les voit, Zachariah et Luke tous les deux en dehors de la voiture. La voiture c'est celle d'Alex, il les dépose aux alentours de minuit et ensuite il part. C'est pour ça qu'on ne retrouve que Luke et Zachariah dans le centre-ville d'Ipswich à ce moment-là. Luke et Zachariah se dirigent vers le Zest Night Club pour l'entrée en boîte de nuit. Vous savez, je vous l'ai dit, Luke n'a pas son portefeuille avec lui, ce qui veut dire que c'est Zachariah qui va payer l'entrée de Luke. On le voit sur les images pour que vous compreniez bien. Zachariah est habillé avec le haut rayé noir et blanc. On repère bien que c'est Zachariah et donc le garçon qui est derrière lui, c'est Luke. Retenez bien sa silhouette. Ensuite, on sait qu'à l'intérieur de la boîte de nuit, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a des images de vidéosurveillance de cette nuit-là. Ce sont ces images. Et en fait, très rapidement, Zachariah et Luke vont se perdre de vue à tel point que Zach va décider de quitter la boîte de nuit à un moment donné parce qu'il ne trouve plus Luke. Il décide, lui, de rentrer de son côté et laisse Luke tout seul. C'est pour ça que Luke va se retrouver seul à essayer de rentrer par ses propres moyens. Selon plusieurs reconstitutions, Luke quitte probablement le Zest autour de 2h du matin, même si cet horaire n'est pas totalement certain et qu'il pose déjà question parce que les lieux où Luke est aperçu ensuite ne sont pas si éloignés les uns des autres, ce qui laisse apparaître des trous étranges dans la chronologie. Mais ce que l'on sait, c'est qu'après avoir quitté la boîte, Luke se rend à la gare d'Ipswich, située à seulement quelques minutes à pied de la boîte de nuit du Zest. Entre 2h30 et 3h du matin, Luke est vu à la gare où il semble chercher un moyen de rentrer. Mais à cette heure-là, les trains ne circulent plus. Et le premier départ n'est prévu que plusieurs heures plus tard. Alors, le personnel lui demande de quitter les lieux. Ce qu'il fait sans créer d'incident, sans se montrer agressif, sans sembler totalement hors de contrôle, comme s'il comprenait simplement que cette option ne fonctionnerait pas et qu'il devrait en trouver une autre. Il sort donc de la gare avec toujours ce problème de rentrée, mais dans une situation encore plus compliquée puisqu'il est seul, sans téléphone, peut-être sans portefeuille, encore une fois, loin de Woodbridge, encore plus loin de là où il vit à Hollesley, et dans une ville qui se vide peu à peu au milieu de la nuit, où les solutions deviennent rares, surtout pour un jeune homme fatigué, qui a probablement bu, mais qui semble encore suffisamment lucide pour chercher une manière logique de rentrer. Après la gare, il y a un trou dans la chronologie. Puis vers 3h45 du matin, il apparaît chez Hawk Express Cabs. C'est un bureau de taxi situé sur Old Fondry Road, près du centre commercial Eastgate, à environ 20 minutes de marche de la gare. Ce qui signifie qu'il a retraversé une partie de la ville
et la rivière Orwell pour atteindre ce bureau où il espère probablement trouver enfin une solution. À ce moment-là, Luke entre dans le bureau des taxis, il veut rentrer, mais il y a un problème, il n'a pas assez d'argent pour payer la course. Ou bien, encore une fois on met ça au conditionnel, selon les récits, il n'a pas son portefeuille sur lui. Alors, la réceptionniste lui propose une solution simple, appeler sa mère, pour obtenir les coordonnées de sa carte bancaire ou pour trouver un moyen de régler la situation. Mais Luke refuse. Non pas parce qu'il veut disparaître, non pas parce qu'il fuit quelqu'un, mais parce qu'il ne veut pas réveiller sa mère. Et ce refus, avec le recul, devient l'un des moments les plus douloureux de l'affaire. Parce que c'est une décision presque tendre, presque banale, le geste d'un fils qui ne veut pas déranger sa mère au milieu de la nuit, qui pense sans doute qu'il va trouver une autre solution, qu'il va se débrouiller, qu'il n'a pas besoin de l'inquiéter. Mais si Luke avait appelé Nikki à cet instant précis, peut-être qu'elle serait venue le chercher, sûrement qu'elle serait venue le chercher. Peut-être qu'un ami aurait été contacté. Peut-être que quelqu'un l'aurait récupéré. Et peut-être que l'histoire de Luke Durbin ne serait jamais devenue une affaire de disparition. Luke quitte le bureau des taxis et à partir de ce moment, les caméras de vidéosurveillance deviennent presque les seuls témoins fiables de sa nuit. Parce qu'elles le captent dans le secteur. Elles montrent un jeune homme décrit comme calme, poli, plutôt de bonne humeur. Peut-être alcoolisé, c'est vrai, mais pas au point de perdre le contrôle, pas désorienté au point de ne plus savoir où il se trouve. Puis les caméras le montrent repartant à pied vers Dogs Head Street, à environ 5 minutes de marche. À 4 heures du matin, une caméra filme Luke en train de traverser un passage piéton sur Dogs Head Street, en direction de la gare routière d'Oldcastle Market. Et cette image devient capitale, parce que c'est la dernière apparition confirmée de Luke Durbin, vivant. On le voit marcher seul, avec ses vêtements de soirée, dans une ville à moitié vide, à quelques minutes seulement du club qu'il a quitté plus tôt, à proximité de plusieurs directions possibles, mais après cette image, aucune caméra ne permet de dire avec certitude ce qu'il devient. Il n'y a plus aucun appel, aucune transaction bancaire, aucun retour chez Alex, aucun retour à Olesley, aucun témoin confirmé, aucune trace matérielle, aucun vêtement retrouvé, aucun objet personnel découvert, dans un endroit qui permettrait de comprendre son trajet, et c'est précisément là que l'affaire devient vertigineuse. Parce que Luke ne disparaît pas dans une forêt isolée ou sur une route de campagne, sans surveillance. Il disparaît dans une ville, au milieu d'un réseau de caméras après avoir été vu plusieurs fois. Comme si la vérité se trouvait exactement dans le seul espace que les images n'ont pas réussi à capturer. Après sa disparition, les enquêteurs vont passer au crible environ 60 heures d'images provenant du conseil municipal d'Ipswich et de différents commerces, avec l'objectif de le retrouver, de suivre son trajet, de comprendre s'il parle à quelqu'un, s'il monte dans un véhicule, s'il est suivi, s'il croise un témoin, ou si un détail, apparemment insignifiant, peut permettre de reconstituer les minutes qui suivent sa disparition. Plusieurs images sont diffusées au public, non pas forcément parce que les personnes visibles sont suspectes, mais parce qu'elles se trouvent dans le bon secteur, au bon moment, et qu'elles ont peut-être vu quelque chose. Comme cette personne qui semble promener un chien dans Dogs Head Street, près du passage piéton. Ce cycliste aperçu vers 4h16, ou encore cette personne portant une veste à capuche et un pantalon sombre près du pub Spread Eagle, sur Fort Street, autour de 4h11. Autant de silhouettes anonymes qui, sans le savoir, pourraient détenir une information capitale. Mais l'élément le plus intrigant reste cette voiture, cette Volvo 440 blanche ou argentée, filmée à proximité du secteur quelques minutes après la dernière apparition confirmée de Luke. Notamment lorsqu'elle quitte Tackett Street, puis circule sur Orwell Place, vers 4h19 du matin.
à environ 5 minutes à pied de l'endroit où Luc a été vu pour la dernière fois. Et ce véhicule attire l'attention parce qu'il ne s'agit pas d'une voiture récente, mais d'un modèle produit entre 1987 et 1996, donc déjà suffisamment ancien en 2006 pour être reconnaissable. La police tente alors d'améliorer les images et obtient une possible plaque d'immatriculation de cette voiture, M206 LYE. Mais cette plaque pose problème. Elle pose problème parce qu'elle semble mener à de fausses informations, une fausse adresse, un faux nom ou des plaques falsifiées. Et si ce véhicule circule effectivement avec de fausses plaques, alors sa présence dans le secteur quelques minutes après la disparition de Luc devient beaucoup plus inquiétante. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une voiture qui passe par hasard dans Ipswich à 4h du matin, mais potentiellement d'un véhicule dont quelqu'un cherche à dissimuler l'identité. Pour Nikki, la mère de Luc, cette Volvo a toujours été importante dans l'affaire. Parce qu'elle pense que quelqu'un, localement, sait quelque chose. Quelqu'un a vu cette voiture, quelqu'un connaît son conducteur, quelqu'un sait peut-être pourquoi elle circulait dans Ipswich cette nuit-là. Mais malgré les appels à témoins, malgré les diffusions d'images, malgré les années qui passent, cette piste ne permettra jamais publiquement de résoudre l'affaire. Pendant ce temps-là, chez Luc, l'inquiétude ne commence pas immédiatement. Et c'est important à comprendre, parce que le lendemain matin, Nikki ne panique pas tout de suite, puisqu'elle pense que son fils a dormi chez un ami après la soirée. Ce qui n'est pas inhabituel. Elle imagine qu'il est peut-être à Woodbridge, peut-être avec Alex, ou peut-être déjà parti travailler. Mais au fil du vendredi 12 mai, certains détails deviennent de plus en plus étranges. Alicia, la sœur de Luc, comprend que Luc n'est jamais revenu récupérer sa moto. Ses amis cherchent aussi à savoir où il est passé. Et Nikki commence à réaliser que quelque chose ne colle pas. Même si personne ne lui dit immédiatement clairement que Luc n'a pas repris son téléphone, qu'il n'a pas récupéré ses affaires, qu'il n'est pas revenu chez Alex et qu'il n'a pas donné le moindre signe de vie depuis la nuit précédente. Le vendredi soir, Nikki doit sortir, ce qui est assez rare. Et comme d'habitude dans cette famille, elle veut prévenir ses enfants. Alors elle appelle Luc. Elle tombe sur sa messagerie. Puis elle commence à joindre ses amis. Mais personne ne l'a vu depuis la veille. Personne ne sait où il est. Et même si elle hésite d'abord à appeler son travail, elle le fait finalement. Et elle tombe sur le patron, sur la patronne, qui lui explique que Luc ne s'est jamais présenté. À partir de ce moment, l'inquiétude devient réelle parce que même dans ces périodes compliquées, même lorsqu'il était difficile à joindre, Nikki pouvait généralement passer 2 coups de téléphone et finir par comprendre où se trouvait son fils. Alors que cette fois, Luc n'a pas récupéré sa moto, il n'a pas repris son téléphone, il n'a pas utilisé sa carte bancaire, il n'a pas contacté sa sœur, il n'a pas contacté sa mère, il n'est pas allé au travail et aucun hôpital des environs ne signale un jeune homme correspondant à son profil. Le samedi 13 mai 2006, Luc Durbin est officiellement signalé disparu. Mais les premières heures cruciales sont déjà passées, vous l'avez compris, et dans une affaire de disparition, ces premières heures justement peuvent tout changer. Parce que les souvenirs commencent à devenir moins nets, les témoins potentiels reprennent leur vie, les détails aperçus dans la nuit semblent moins importants, et certaines traces matérielles peuvent disparaître avant même que l'on sache qu'il fallait les chercher. Les enquêteurs retracent donc une partie de son trajet, depuis le Zest Nightclub jusqu'à la gare, puis jusqu'au secteur des taxis, puis jusqu'à Dogs Head Street, mais malgré les dizaines d'heures d'images analysées, malgré les témoins recherchés, malgré les appels au public, la chronologie se termine toujours au même endroit, à 4h du matin, sur cette caméra qui le montre en train de traverser la rue avant que son parcours ne se dissolve dans un vide total. Très rapidement, plusieurs recherches sont organisées dans les champs, les routes, les secteurs boisés, les berges de la rivière Orwell, avec des chiens spécialisés, des policiers, des hélicoptères, et l'une des premières hypothèses envisagées est celle d'une chute dans l'eau. Parce qu'au Royaume-Uni, ce type de scénario existe malheureusement, comme dans d'autres pays évidemment, avec des jeunes hommes qui quittent une soirée alcoolisée, rentrent seuls au petit matin, se désorientent, tombent dans une rivière ou un canal, puis disparaissent pendant plusieurs jours. Le dimanche 14 mai 2006, Nikki reçoit un appel de la police qui lui explique que
La dernière localisation connue de Luc se situe près de la rivière Orwell et que des recherches vont être menées dans l'eau. Et pour elle, c'est un choc, parce qu'elle ne sait pas exactement dans quel état Luc était cette nuit-là. Elle ignore combien de verres il a bu. Elle ne sait pas s'il était fatigué, perdu, désorienté. Et soudain, cette idée qu'il ait pu tomber dans la rivière devient une possible réalité concrète. Mais malgré les recherches, rien n'est retrouvé, aucun corps, aucun vêtement, aucun objet personnel, aucune trace permettant de confirmer cette hypothèse. Et cette absence devient l'un des éléments les plus troublants du dossier, parce que même si certaines disparitions liées à l'eau peuvent rester longtemps inexpliquées, les recherches pour Luc commencent relativement tôt, et plusieurs détails empêchent cette théorie de convaincre totalement. D'abord, Luc connaît relativement bien Ipswich. Ensuite, il a déjà traversé la rivière Orwell au moins 2 fois cette nuit-là, et ce sans difficulté. Une première fois pour se rendre vers la gare, puis une autre fois en repartant vers le secteur des taxis, ce qui laisse penser qu'il n'est pas complètement désorienté. Et surtout, si Luc avait réellement essayé de rentrer à pied vers Woodbridge ou Hollesley, l'itinéraire le plus logique ne l'aurait pas forcément conduit directement vers un point d'eau dangereux. L'hypothèse de la noyade reste donc possible, oui, mais elle ne s'impose jamais comme une réponse évidente dans cette disparition, tout comme l'hypothèse d'un départ volontaire qui est étudiée, avant d'être rapidement écartée par les faits, parce que même si Luc avait déjà quitté le pays quelques années plus tôt pour aller en France, on l'a dit, il avait à l'époque prévenu Alicia, il était resté joignable, il avait donné des nouvelles, alors que cette fois, il laisse sa moto, son téléphone, ses affaires, il ne prend pas son passeport, il n'utilise pas sa carte bancaire, il ne contacte personne et disparaît précisément au moment où sa vie semble retrouver un début de stabilité. L'hypothèse qu'il ait mis fin à ses jours est également envisagée, forcément, mais là encore, il y a peu d'éléments publics qui semblent réellement la soutenir. Parce que même si Luc avait traversé une période difficile, après l'arrêt de sa formation musicale, les semaines précédant sa disparition semblent au contraire marquer une amélioration, parce qu'il retravaille, il économise, il cuisine pour sa famille, il parle d'avenir, il semble beaucoup plus motivé, et surtout, aucune trace matérielle n'est retrouvée pour appuyer cette piste. Alors, peu à peu, une autre possibilité prend davantage de place, celle d'une mauvaise rencontre. Parce qu'au moment où Luc disparaît, il est dans une situation de vulnérabilité extrême, seul, au milieu de la nuit, probablement fatigué, possiblement alcoolisé, sans téléphone, peut-être sans argent, à la recherche d'un moyen de rentrer. Et dans ce genre de contexte, il suffit parfois d'une seule personne, d'une seule proposition, d'une seule voiture qui s'arrête pour que tout bascule. C'est là que la Volvo 440 devient centrale, parce qu'elle apparaît dans le secteur seulement quelques minutes après la dernière image confirmée de Luc. Elle circule à proximité immédiate de l'endroit où il a été vu vivant pour la dernière fois. Et surtout, sa plaque semble poser problème, ce qui ouvre plusieurs scénarios possibles. Luc a-t-il demandé à être ramené ? Quelqu'un lui a-t-il proposé un trajet ? Peut-être cette Volvo. Est-il monté volontairement dans le véhicule parce qu'il voulait simplement rentrer ? Ou a-t-il été approché par des personnes qui avaient de mauvaises intentions ? Certains imaginent que les occupants de la voiture auraient pu penser que Luc avait de l'argent ou des objets de valeur avant de découvrir qu'il n'avait pratiquement rien sur lui. D'autres pensent qu'il aurait pu être ciblé simplement parce qu'il était vulnérable justement et isolé, mais sans témoin direct, sans aveu, sans preuve matérielle publique et sans corps, cette piste reste impossible à confirmer, même si elle demeure l'une des plus troublantes de cette affaire. Et plus on regarde la chronologie de cette disparition, plus une autre question devient frustrante. Où est Luc pendant les périodes manquantes ? Parce que s'il quitte préalablement le Zest autour de 2h du matin, qu'il est vu à la gare entre 2h30 et 3h, puis chez Hawk Taxi vers 3h45, et enfin sur Dogs Eat Street à 4h, les distances entre ces lieux ne suffisent pas toujours à expliquer tout le temps écoulé. Ce qui signifie
qu'il a peut-être attendu quelque part, parlé avec quelqu'un, croisé un inconnu, tenté une autre solution, ou vécu un événement qui n'a jamais été capté par les caméras. Ces heures manquantes sont probablement l'un des plus grands mystères de l'affaire, parce qu'elles donnent l'impression que la vérité se cache précisément là où les images s'arrêtent, dans ces espaces invisibles où Luc n'est plus suivi, plus observé, plus protégé par la ville, et où chaque minute non documentée devient une possibilité différente. Au fil des années, plusieurs témoignages apparaissent dans cette disparition. Certains affirment avoir vu Luc après sa disparition, notamment un signalement évoquant un jeune homme lui ressemblant dans une Renault Mégane bleu foncé conduite par un homme près du Turbine Center à Woodbridge le 13 mai 2006. Mais cette observation ne sera jamais confirmée. Tout comme d'autres signalements à Londres qui entretiennent l'espoir sans jamais apporter la preuve que Luc est encore vivant. Puis avec le temps, l'enquête prend une direction beaucoup plus sombre lorsque certains éléments évoqués notamment dans un documentaire de Channel 5 consacré à l'affaire suggèrent que Luc aurait pu fréquenter des personnes liées à des réseaux de dealers venus de Brixton à Londres. Ce qui fait émerger l'hypothèse de ces réseaux criminels qui utilisent des connexions entre les grandes villes et des zones plus petites pour étendre le trafic de drogue. Selon cette théorie, Luc aurait pu avoir des dettes ou des liens possibles avec des personnes dangereuses, et sa disparition pourrait alors être liée à un enlèvement, une agression ou une forme de règlement de compte, ce qui rendrait la présence de la Volvo encore plus importante. Mais il faut rester prudent, parce qu'aucune preuve publique définitive n'a jamais permis de confirmer cette hypothèse. Et pour la famille, Luc reste avant tout un jeune homme aimé, un fils et un frère, pas simplement un nom associé à une piste criminelle. Pendant que les années passent, Niki Durbin refuse d'abandonner. Parce qu'une disparition sans réponse n'est pas un deuil comme les autres, il n'y a pas de corps, pas de certitude, pas de vérité, pas de fin. Simplement une attente permanente qui oblige des proches à vivre entre deux mondes. Entre l'espoir que la personne puisse encore être quelque part et la peur terrible que la vérité soit bien plus sombre. En 2008, Niki participe à la March for the Missing, une marche destinée à attirer l'attention sur les disparitions non résolues et sur le manque de soutien pour certaines familles. Puis en 2010, l'enquête est officiellement relancée, sous l'angle d'un possible homicide. Les policiers estimant alors que Luc est probablement mort, même si sans corps et sans scène de crime clairement identifiée, il reste impossible de savoir ce qui lui est réellement arrivé. En 2011, il y a 2 personnes originaires de Brixton qui sont arrêtées dans une affaire de fraude utilisant, écoutez bien, l'identité de Luc. Mais cette piste ne permet finalement pas de résoudre la disparition. En 2015, une récompense de 20 000 livres sterling est proposée pour toute information permettant de résoudre l'affaire, mais personne ne fournit l'information décisive, et malgré les appels à témoins, les émissions, les diffusions sur Crime Watch, les images de vidéosurveillance montrées au public, les années continuent de passer sans que le mystère ne soit levé. Puis en 2018, 12 ans après la disparition de son fils, Niki va rejoindre une association, l'association Missing People, non seulement pour continuer à faire vivre le nom de Luc, mais aussi pour aider d'autres familles confrontées à cette même douleur si particulière. Cette douleur de ne pas savoir, de ne pas pouvoir enterrer, de ne pas pouvoir conclure, de vivre chaque jour avec une question qui ne s'éteint jamais. Niki dira à plusieurs reprises qu'elle pleure Luc constamment, mais qu'elle ne peut pas réellement faire son deuil, parce qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et grâce à Missing People, elle participe à des événements, elle soutient d'autres proches de disparus, elle va même rejoindre la chorale de l'association, elle va participer à cette émission qui s'appelle Britain's Got Talent. C'est en quelque sorte la même émission que Incroyable Talent en France. Et en fait, ce passage télévisé va permettre à plusieurs personnes disparues de reprendre contact avec leurs proches. Preuve pour elles qu'un visage diffusé, une voix entendue, un souvenir réveillé peut parfois tout changer. Aujourd'hui encore, le message de Niki reste le même. Quelqu'un sait, quelqu'un connaît la vérité, quelqu'un dans le Suffolk, à Ipswich ou ailleurs a vu quelque chose, entendu quelque chose, gardé une confidence, remarqué une voiture,
retenu un nom. Et cette personne n'a jamais encore parlé. Peut-être par peur, peut-être par loyauté, peut-être parce qu'elle pense que son information n'a pas d'importance, alors que dans une affaire comme celle-ci, même le détail le plus insignifiant peut devenir la pièce manquante. Luc Durbin avait 19 ans lorsqu'il a disparu. Il mesurait environ 1m78, il était mince, avait les yeux bleus, les cheveux bruns ou châtain foncé. Et la dernière fois qu'il a été vu, il portait une chemise sombre, un sweat réversible prune et gris, un jean usé, des chaussures en daim, marchant seul dans Ipswich, au petit matin. Quelques minutes après avoir quitté un bureau de taxi où il avait refusé d'appeler sa mère pour ne pas la réveiller. Depuis cette nuit du 12 mai 2006, personne ne sait avec certitude ce qui lui est arrivé et toutes les hypothèses restent suspendues dans l'air. Accident, mauvaise rencontre, montée volontaire dans une voiture, enlèvement, crime organisé, dette, dispute ou scénario encore totalement inconnu. Et presque 20 ans plus tard, l'affaire Luc Durbin reste l'histoire d'un jeune homme que les caméras nous permettent de suivre jusqu'au bord du mystère, mais jamais au-delà. Comme si la ville d'Ipswich avait accepté de nous montrer ses dernières minutes avant de refermer brutalement la porte, laissant sa famille, les enquêteurs et tous ceux qui découvrent cette histoire avec la même question impossible. Qu'est-il réellement arrivé à Luc Durbin cette nuit-là ? Comme la plupart des histoires de disparition que j'aborde sur ma chaîne YouTube, j'attends vos avis, j'attends vos commentaires, j'attends vos hypothèses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qu'il a pu se passer cette nuit-là. Moi, je pense sincèrement que Luc, malheureusement, n'est plus de ce monde et que Luc a ce soir-là rencontré une mauvaise personne. C'est vrai que cette Volvo est très étrange. Luc, peut-être, avait-il un rendez-vous ? Parce que ça, on ne le sait pas. Il a laissé ses affaires, il a laissé son téléphone portable. Mais peut-être que cette soirée à Ipswich est en fait une soirée où il devait rejoindre une autre personne dans la nuit. Alors, évidemment, la chronologie nous montre qu'il cherchait à rentrer. Mais est-ce que cette nuit-là, il n'a pas voulu consommer quelque chose ? On n'en sait pas plus sur le passé de Luc. Est-ce qu'il avait l'habitude de consommer des drogues ? Est-ce qu'il a rencontré justement un trafiquant ? Je pense que la clé du mystère est là, juste après ces images, comme on l'a vu dans cette vidéo, et que peut-être que la Volvo, peut-être qu'il y avait quelqu'un dans cette Volvo qui l'a proposé de le ramener, peut-être que la personne au volant lui a proposé, je sais pas moi, de la drogue, et que Luc est monté pour fumer, et qu'ils sont partis quelque part, et que ça a dégénéré, et que la personne a fait disparaître son corps. Ça reste un mystère, cette histoire, et c'était vraiment un mystère qui, je trouve, glace un peu le sang, parce que on se demande ce qui s'est passé après ces dernières images. J'attends vos avis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.